24 heures sur 24. S'intéressant à la dimension manichéenne de la politique dans laquelle baigne tout animal social que constitue l'homme, Voltaire identifiait deux types de voleurs, à savoir le voleur ordinaire qui vous vole votre bien et le voleur politique qui vous vole vos rêves. En outre, il ajoute que, je cite, « La différence entre les deux types est que le voleur ordinaire, c'est lui qui vous choisit pour vous voler votre bien et est parfois traqué par la police, tandis que le voleur politique, quant à lui, c'est vous qui le choisissez pour vous voler votre avenir. Et toujours, il est protégé par une escorte de police. » Fin de citation. Cette maxime qui témoigne de la fébrilité de l'implantation de la démocratie occidentale dans nos sociétés africaines démontre à suffire la nécessité de la repenser par des hommes de science afin que res publica, c'est-à-dire la République, demeure la chose publique qui garantit le bien-être et l'épanouissement de tout un peuple et de chacun. À cet effet, Politoscope, votre vitrine d'information et de communication politique interactive, se positionne comme votre baromètre d'analyse, de décryptage et d'appréciation de la densité politique et axiologique des acteurs afin que nul ne soit plus jamais trompé comme avant par certains vendeurs d'illusions qui vous miroitent des projets factices dont la réalisation relève du mythe. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Info Télévision, la chaîne de proximité pour nous vivre ensemble, bien le bonsoir. C'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de votre programme Politoscope Acte 5. Au menu, 3 séquences majeures à savoir, tapis rouge qui déroulera dans quelques instants, le portrait de l'invité principal et par la suite l'Agora qui est un pugilat idéologique qui place l'invité principal au cœur du débat afin que jaillisse dans, bien entendu, le respect républicain, la vérité qui permettra la construction de la nation. Et enfin, nous sortirons avec le jardin secret qui nous glissera pendant 5 minutes dans la vie intime de notre invité. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Politoscope, soyez aise de vous installer confortablement, le temps de prendre cette respiration. Politoscope présente donc comme invité de ce jour, si vous voulez, les invités d'en face, ceux qui vont jouer un peu le rôle de contradicteur. Lui, bien entendu, c'est Faustin Etouquet. Il est chercheur à l'Université de Yaoundé 2 Soie et acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue, Faustin. Merci et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Info Télévision. Alors, c'est désormais officiel depuis lundi dernier, le mandat des députés ou alors des conseillers municipaux est prorogé pour la deuxième fois par un décret du président qui fixe la date au 29 février prochain. Alors, que doit-on comprendre par là? Que le président de la République a usé de ses prérogatives pour proroger le mandat des députés. Si vous me permettez de commenter en commentaire. D'accord, voilà. Et de l'autre côté, lui, c'est notre consultant habituel. C'est le docteur René Yatcho. Il est universitaire, expert des questions économiques et de gouvernance. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Bonsoir, Pierre-Carole. J'ai l'impression que votre micro, vous avez un problème? Ça va, docteur? Non, le micro, ça va. Alors, docteur, aussi un petit biscuit comme cela. Je voudrais bien savoir, c'est une question que je prends comme ça à la hâte. La fièvre de la régionalisation des devises semble s'être emparée de tout le continent noir. Alors, comment comprendre ce sursaut d'orgueil qui semble encore bloqué par certains chefs d'État africains et même occidentaux? Plusieurs raisons. Cette régionalisation des devises peut s'expliquer par plusieurs raisons.
Mais je retiendrai deux raisons fondamentales, des raisons politiques et des raisons économiques. Les raisons politiques, c'est la souveraineté et qui permet de remobiliser les masses qui sont en train de se démobiliser et qui critiquent certaines autres devises, c'est-à-dire d'autres monnaies étrangères comme le franc CFA. Sur le plan économique, il faudrait dire qu'une monnaie qui devient une monnaie de la région permet de mieux conduire les politiques macroéconomiques, permet de mieux fixer les échanges, permet de limiter les fluctuations, les écarts de flottaison entre les différentes monnaies des différents États, facilite même les paiements. Mais cette régionalisation doit être conduite avec une convergence macroéconomique qui doit porter sur le déficit, les réserves extérieures que chaque État devrait avoir à la Banque centrale. En gros, voilà les raisons. Alors pour vous garder la parole, si on se réfère par exemple à l'Afrique de l'Ouest, la nouvelle monnaie, l'éco, est-ce que ce n'est pas finalement un franc CFA bis? Ça peut être un franc CFA bis si cette monnaie est garantie encore par exemple par l'euro. Ici également, les acteurs français se retrouvent au niveau de la Banque centrale et ont encore les possibilités de pouvoir qu'ils ont. Ça pourrait être une monnaie CFA bis. Puisque la monnaie, ce n'est qu'une identité. Quand on dit franc CFA, ça peut passer de franc CFA à l'éco. Mais sauf qu'ici, maintenant, si ces acteurs ne sont pas dedans et que la garantie, par exemple, des réserves extérieures ne se fait plus au Trésor français, au Trésor public français, mais se fait ailleurs, ce ne sera pas un franc CFA bis. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez simplement que c'est votre magazine, hein, si vous voulez, votre vitrine d'information et de communication politique, Politoscope. Alors nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre, bien entendu, une autre courte respiration qui va introduire, bien entendu, notre invité principal et on se retrouve derrière. Louise, donc, c'est quelqu'un de très connu dans le monde médiatique, également universitaire et même, pourquoi pas, dans les mouvements de la société civile. On l'appelle le professeur Mathias Eric Owonangini. Il est politiste et maître de conférences, enseignant des universités. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Mbouel. Bonsoir aux téléspectateurs d'Info Télévision et bonsoir à mes copanélistes. Alors, professeur, avec vous, un petit biscuit comme cela introductif, de plus en plus, l'actualité, c'est avec l'instauration d'un observatoire sous-régional des migrations. Alors, est-ce que cela vous paraît-il pertinent quand on sait que les États sont quand même indépendants et que chaque État peut pratiquement payer son organe qui ira certainement dans ce sens? Bien entendu, en tant qu'État souverain, chacun des États d'une sous-région peut créer un organe de ce type. Maintenant, quand ces États-là se trouvent engagés dans des dynamiques communautaires, il peut être important également qu'ils apprécient les dynamiques migratoires au niveau régional. Et un tel organe pourrait avoir son utilité. D'accord, c'est clair. Nous allons, une fois de plus, mesdames et messieurs, rentrer du côté de la région, mais cette fois-ci, pour savoir hein, qui est notre invité, nous allons donc lui dérouler le tapis rouge à travers ce que nous appelons le portrait. Ek ek noum etier homo, ici et maintenant, voici l'homme. Je suis Mathias Eric Owonangini. Je suis né le 28 février 1969 à Paris 13. Je suis le fils de Joseph Owona et de feu Emilienne Gobasser. Si je suis né en France, je n'y ai pas mis beaucoup de temps puisque dès l'année 1970, ma mère qui faisait ses études d'administration publique à l'IIAP, l'Institut international d'administration publique, dans le prolongement de son cursus à l'École nationale d'administration et de magistrature, est rentrée au Cameroun. J'ai donc vécu essentiellement toute mon enfance et mon adolescence au Cameroun, et particulièrement à Yaoundé, entre 1970 donc jusqu'à
1986. J'ai donc fait toute mon enfance, j'ai vécu toute mon enfance à Yaoundé et je suis en cela un produit typique de l'éducation camerounaise. J'ai fait mes études maternelles à l'école de Marie Coquer, dite Coquerville, puis au jardin d'enfants de la CNPS, puis mes études primaires à l'école publique de Tinga, puis ensuite celle de Kondongo, mes études secondaires au collège bilingue de Yaoundé, puis au lycée bilingue de Yaoundé. Ces études ont été jalonnées par l'obtention de plusieurs diplômes, notamment d'abord le certificat d'études primaires et élémentaires en 1978, puis 1978-1979, le brevet d'études du premier cycle en 1983, le probatoire en 1985 et le baccalauréat série A4 en espagnol en 1986. C'est donc en 1986 que je vais quitter le Cameroun pour continuer mes études universitaires cette fois-là en France et particulièrement dans la ville de Bordeaux. Et je ferai toutes mes études universitaires à Bordeaux entre septembre 1986 et septembre 1991. J'y obtiendrai un diplôme d'études universitaires générales de droit en 1987, une licence de droit en 1989, et puis j'obtiendrai en 1990, en même temps que ma maîtrise de sciences politiques, le diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, section politique et sociale. Ensuite, donc, je ferai à l'IEP de Bordeaux, l'Institut d'études politiques toujours, un diplôme d'études africaines, un diplôme DEA, comme on dit, diplôme d'études avancées en études africaines, dans un laboratoire qui s'appelait le Centre d'études d'Afrique noire, le CEAN, maintenant qui s'est intégré avec d'autres laboratoires pour former un nouveau laboratoire qu'on appelle les Afriques dans le monde. Je m'inscrirai par la suite en thèse, ayant été le major de mon DEA, j'obtiendrai une bourse française parce que j'avais fait toutes mes études universitaires jusqu'au doctorat, jusqu'au DEA en tant que boursier du gouvernement camerounais. Mais après, c'était la période des années de braise, il y a eu quelques difficultés et mon directeur de mémoire, alors le professeur Jean-François Médard, va décider de m'appuyer pour avoir une bourse du gouvernement français. J'ai été le premier allocataire de recherche du Centre d'études d'Afrique noire en 1991 et j'y soutiendrai ma thèse de doctorat en septembre 1997 avec la mention très honorable avec les félicitations. Voilà un peu pour mon parcours universitaire. Ayant soutenu ma thèse en septembre 1997, j'ai introduit un dossier d'admission comme enseignant à l'université de Yaoundé 2 SOA et j'y suis effectivement recruté en décembre 1997 et je prendrai le service en juin 1998, donc depuis juin 1998, j'ai effectivement pris service à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, qui est donc mon établissement d'affiliation, ce qui ne m'empêche pas d'enseigner dans d'autres institutions. J'ai enseigné pendant un certain temps en faculté des arts, lettres et sciences humaines au département de sociologie. J'ai enseigné aussi pendant un certain temps à l'université catholique dans le cadre du master d'action humanitaire associé au centre qu'on appelle le CAPGAT. J'ai enseigné à l'université de Douala pendant de longues années. J'ai aussi enseigné en tant qu'enseignant missionnaire à l'université Omar Bongo de Libreville. J'ai délivré
aussi des conférences à l'Université de Paris 1, à l'Université de Grenoble aussi, entre autres. 2 ans après, en 2000, je passerai au grade de chargé de cours. Et après, le grade de chargé de cours sera pour moi un véritable parcours du combattant, pour des raisons qui jusqu'aujourd'hui me sont apparues en partie insondables, même si pour le reste elles peuvent s'expliquer de manière assez bizarre. J'ai fait pratiquement 16 ans dans le grade de chargé de cours. Il est vrai, cela est lié au fait que j'avais dessiné mon itinéraire en tant qu'enseignant, en voyant que j'obtiendrais la consécration au rang magistral en passant par la voie de l'agrégation. Et je ferai le concours d'agrégation français à plusieurs reprises. Comme cela ne marchait pas, en raison de différentes raisons, j'ai décidé d'abandonner pendant un certain temps, à peu près 4 ans, la question du changement de grade. Mais j'y suis revenu sur l'insistance de certains collègues, de certains aînés qui estimaient qu'il était particulièrement injuste que je sois toujours au grade de chargé de cours et qu'il fallait que je change de voie en faisant peut-être la voie des travaux. C'est comme cela que je vais déposer mon dossier en 2015 et je serai donc admis en tant que maître de conférence. À peu près 1 année et demie, je suis le directeur du Centre d'études et de recherche sur les dynamiques administratives et politiques de l'Université de Yaoundé 2, après avoir occupé pendant à peu près 2 à 3 ans la position de secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport sous les ordres de ma collègue aînée, le professeur Thérèse Malongué. On essaie tant bien que mal de mettre en place des structures de recherche dans un contexte qui n'est pas toujours très facile, notamment au niveau de la logistique. Or, l'organisation de la recherche dépend fortement de la logistique. L'un des handicaps que présentent nos institutions universitaires, c'est de disposer souvent de chercheurs rompus, mais sans nécessairement avoir structuré au plan institutionnel les laboratoires et les centres de recherche qui peuvent permettre de valoriser de manière collective ces aptitudes. Et c'est l'un des paradoxes et l'un des problèmes de nos universités. On a un grand nombre de chercheurs de référence qui ont une certaine réputation aussi bien nationale qu'internationale à tous les niveaux. Mais on ne met pas fortement en place des dynamiques collectives de travail. C'est ça le problème de notre université qui, sur le plan des valeurs, n'a pas beaucoup de choses à disputer aux autres, mais qui est un peu handicapée par ses déficits au niveau de son organisation collective. Alors pour ça, il faut dire que nous avons essayé de résumer un peu vos prouesses, non seulement vos prouesses, mais également l'ensemble d'attributs qui sont les vôtres. Sinon, pratiquement, on resterait à vous regarder durant toute l'émission parce que vous êtes un monsieur à multiples casquettes. Mais cependant, quand même, je voudrais poser une petite question avant de prendre notre deuxième séquence majeure. Mais 16 ans passés quand même comme chargé de cours, ce n'est pas rien quand même. Pendant que vous avez vu passer vos cadets académiques, est-ce que c'est simplement parce que vous n'aviez pas de niveau ou simplement l'expression des affres de l'injustice? Non, ça n'a rien à voir avec le niveau. Tout mon parcours scolaire a toujours été aisé. Il n'y avait pas de raison que là, ça soit plus difficile. Je ne suis pas subitement devenu un idiot ou quelqu'un qui était très bête. Bon, ce que j'en tire comme expérience, c'est que tout est possible dans la vie.
même ce que vous ne pensez pas possible est possible. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire 16 ans dans ce grade, mais j'ai eu à les faire. Maintenant, au niveau de la densité, on peut voir la production pour savoir si j'étais particulièrement faible ou pas. Donc je ne pense pas que ça va être à ça. J'aime pas beaucoup revenir sur ces moments-là, parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup de manipulations qui se sont même poursuivies, alors même que je m'engageais déjà dans une autre voie, hein, celle des travaux, mais j'aime pas trop rentrer là-dedans. Je considère que ça fait partie du passé. Et ce qui aurait pu être une expérience extrêmement dramatique pour moi, m'a plutôt fortifié. Ça m'a donné une densité intellectuelle assez particulière. Je crois que j'aurais fait un parcours lisse sur la base de ce qui avait été prévu. J'aurais par exemple été enseignant de rang magistral peut-être en 2003 ou en 2005, voire en 2007. Je passe à peu près 10 ans plus tard, mais en réalité, si je n'ai pas le titre, la réalité, elle était là. Pour falloir comme ça, les téléspectateurs doivent comprendre que ce n'est pas une question de niveau. Ça n'a rien, rien mais à plutôt voir. Alors la résultante des ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dirait donc que c'est l'injustice pour ça. Je pense que c'est la vie. C'est la vie. Parfois, vous vous heurtez à des injustices. Je pense que la force de caractère, c'est de pouvoir résister à ça et transcender ce type de situation. Je vous dis que finalement, ceux qui croyaient m'avoir fait du mal m'ont fait beaucoup de bien. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Ils m'ont fait beaucoup de bien parce qu'en réalité, à partir de là, j'ai levé toutes les frontières. Je suis allé dans toutes les directions. On reviendra, si vous permettez, hein. Le temps, bien sûr, de rentrer du côté de la régie, bien entendu, pour prendre la deuxième séquence majeure de cette émission tant attendue par les téléspectateurs qui peuvent d'ailleurs intervenir à travers les messages WhatsApp et Facebook. Les numéros sont affichés au bas de leurs écrans à la maison. Donc, vous pourrez participer, chers téléspectateurs de Info Télévision. Nous rentrons donc du côté de la régie pour prendre l'Agora. Alors, je rappelle que l'Agora est simplement ce pugilat idéologique qui place l'invité principal à la barre ou alors, si vous voulez, au centre du débat contradictoire, mais un débat qui se veut citoyen et républicain. Alors, tout le monde donc va poser les questions au professeur. Et professeur, il est question d'être bref, concis et précis pour que nous essayions quand même de poser le maximum de questions, d'autant plus que les téléspectateurs également ont les questions à poser à travers les SMS. Alors, j'ouvre donc le bal et les questions sont structurées autour des aspects politiques, économiques, diplomatiques, sportifs, infrastructurels et même, pourquoi pas, culturels. Professeur, ma première question, quelle appréciation faites-vous du régime en place et quel est le rapport que vous entretenez avec ce régime? Ça dépend de ce que vous appelez par appréciation. On peut faire différents types d'appréciation. Une appréciation sur le plan gouvernemental, je veux dire, de la gouvernance. Sur le plan de la gouvernance, comme tout système politique, le Cameroun a ses qualités et il a ses défauts. Le régime camerounais a ses qualités. Les qualités, elles sont lesquelles? C'est celle d'arriver à réguler une société extrêmement complexe, hétérogène. Et on voit précisément que parfois cette diversité camerounaise n'est pas aussi facile à réguler que cela. Et d'ailleurs, on assiste depuis quelques années à des débordements qui sont le signe de ce que j'indique. Également, une capacité à intégrer, donc, ce qui est la suite de ce que je dis précisément, la diversité du Cameroun. La diversité du Cameroun est à la fois son point fort et son point faible. Si on ne la manage pas d'une certaine manière, on entre donc dans des trajectoires qui sont purement explosives. On a tout un gouvernement en prison, on a des accidents. Je n'ai pas fini. Vous savez, j'ai suffisamment l'expérience des médias pour savoir
les orientations qu'il y a dans les questions. Nous vous posons simplement la question pour ça. Je vous dis, j'ai suffisamment d'expérience des médias, ça fait près de 20 ans que je les pratique. Je connais les orientations des questions. Je vous dis donc qu'il y a la diversité qu'il faut manager, et tant bien que mal, le Cameroun la manage, et l'État camerounais résiste aux tensions. Maintenant, si le régime a ces qualités-là, il peut également présenter des défauts qui sont liés à sa structure, à la fois sa structure historique et puis, disons, sa structure pratique. Il y a, par exemple, une grande lenteur dans la construction de la décision publique qui renvoie à une espèce d'inertie, parce que la décision publique prend beaucoup de temps à être construite. Il y a également le fait que le système a une certaine ossification bureaucratique. Ça veut dire qu'il est essentiellement construit sur un modèle bureaucratique, et ça ne le rend pas toujours flexible. Or, la réalité de la situation du Cameroun, comme d'autres pays africains, c'est une réalité complexe et qui demande toujours qu'au-delà de la rigidité du cadre bureaucratique, qu'il y ait une certaine flexibilité et une certaine capacité à comprendre la complexité de l'action. Il y a également le fait que le système camerounais est marqué par des luttes intestines permanentes, récurrentes, qui sont liées au fait que l'action publique, mais ça c'est pas spécifique au Cameroun, est d'une certaine manière aussi tributaire de différentes logiques d'intérêt. Il y a des lobbies, si vous voulez qu'on les appelle comme ça, qui peuvent rentrer dans la dynamique de l'action publique, quitte à la paralyser. Pour que ma grand-mère qui est au quartier vous écoute et saisisse effectivement votre message, finalement, quel est le point, quelle est la note que vous donnerez sur le plan de la gouvernance à ce régime? Non, ce n'est pas comme sur ça. Sur le devin, professeur. Non. Bon, ok. Non, le deuxième point de la question, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le deuxième point de la question, Oui. Quelle est la relation que vous entretenez avec ce régime? Vous voulez, pourquoi je n'ai pas une relation particulière avec le régime? Professeur, je suis sans vous couper, surtout, il s'est dit que avec le passage, il y a eu un passage du désert que vous avez eu à subir et que vous avez dû faire des accommodations pour pouvoir bénéficier de certaines avancées. Non, ça c'est des Et qu'il y histoires. a eu des glissements. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir écrit 63 articles, aussi bien dans des revues nationales qu'internationales, et vous estimez qu'il a besoin de faire des accommodements pour changer de grade. Ça n'a aucun sens. À peine j'avais été docteur, j'avais déjà publié 2 ou 3 articles et contributions d'ouvrages. 15 ans plus tard, nous en sommes à une 60aine publiée et on ne parle pas de ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc, vraiment, ça, ce sont des perceptions qui n'ont aucun sens. Oui. C'est la même question. Alors, qu'est-ce qui explique quand même votre mea culpa, d'après bien sûr l'opinion publique, et qui estime que vous avez fait un virage à 360 degrés par rapport au professeur Mathias Ekonangi qu'on avait connu dans le passé, et celui d'il y a quelques temps, c'est pratiquement le jour et la nuit. Alors qu'est-ce qui explique ça? Ça, c'est ce qu'il croit. C'est la manière simplement de percevoir. Est-ce que vous avez compris que votre ancienne position ne vous donnait pas les subsides du régime? Parce que là, j'ai les subsides tellement ça. J'ai tellement de C'est la question que nous posons. Je vous pose la question. On se pose si la pour question. Beaucoup pensent que vous avez eu votre diplôme. C'est une vision. Vous avez eu votre qualification de maître de conférence grâce à la première dame, professeur. Il faut dire la vérité. Non, vraiment, ça, il faut être sérieux. Rétablissons donc la vérité devant les téléspectateurs. Il faut être un peu sérieux. Je vous dis que j'ai publié une 60aine d'articles, aussi bien dans des revues internationales que des revues nationales. Ça, vous l'avez dit. Si vous voulez, on les cite. Donc, vous ne pouvez pas estimer que là où on demande à quelqu'un d'avoir 6 papiers, comme on dit, quelqu'un qui a 60 ne mérite pas d'être là où on demande d'en avoir 6.
à supposer même que je sois aussi nul et que dans les 60, il n'y ait même pas un dixième je ne sais pas, peut-être un huitième des papiers qui ne soient pas bons. Mais pour frère, ce qui explique donc maintenant qu'on essaye de remettre votre grade à la première dame. Non, c'est la mystification. Alors, vous pouvez nous expliquer? C'est la pure mystification. D'abord, si j'avais choisi la voie des travaux, je serais passé plus tôt, en supposant même que d'une manière ou une fois ou deux fois, peut-être on m'aurait recalé, je serais passé beaucoup plus tôt. J'ai fait le choix de prendre la voie de l'agrégation. Je me suis fié à cette voie, mais au final, j'ai compris que j'étais dans un piège. Ça veut dire qu'on m'avait délibérément piégé et délibérément fait perdre une dizaine d'années. C'est pour ça que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai décidé à un moment donné de ne même plus m'intéresser à ça. Mais pour ça, vous avez attendu 15 ans pour comprendre que vous étiez... vous avez tendu un piège? Oui, j'ai dit qu'à la fin, je me suis d'abord dit au départ que c'était une procédure... Professeur, oui. Oui. Allez-y, posez les questions. Sans vous couper... Laissez-moi finir. Oui, finissez, professeur. Loyal. Mais il y a des choses, je vous ai dit que je ne veux pas trop rentrer sur cette... Les téléspectateurs vous attendent là-dessus? Non. Je suis un petit peu assez pudique. Il y a certaines choses que je n'aime pas évoquer. Je ne veux pas trop rentrer dans ça. Donc, ce que je dis au final, c'est que vraiment, les gens ne savent même pas du tout comment ce genre de choses se passe. Comment on change de grade à l'université? On change de grade à l'université de deux manières. Il faut d'abord que vos téléspectateurs sachent que toutes les disciplines n'ont pas nécessairement les mêmes mécanismes de changement de grade. Il y a par exemple les disciplines de fac de lettres oui, qui ne disposent pas de la voie qu'on appelle la voie de l'agrégation. On change là-bas par la voie des travaux essentiellement, après avoir fait, entre autres, une habilitation à diriger les recherches. Autrefois, c'était un doctorat d'État. Maintenant, il y a d'autres disciplines, comme la médecine, comme le droit, les sciences comme économiques, les sciences économiques et de gestion, comme les sciences juridiques et politiques, qui ont le mécanisme du concours d'agrégation. Mais ce n'est pas le seul mécanisme de changement de grade. Il y a aussi, dans ces disciplines-là, le changement par les travaux. Et les conditions sont bien spécifiées. Vraiment, il faut ne pas connaître les mécanismes pour croire qu'on va changer de grade parce que est-ce que c'est complètement... Professeur, mais seulement, bon, si l'on sort de ces mécanismes, on va se rendre compte que au moment où vous êtes en train de changer de grade, il y a un changement également de ton dans vos analyses et qui déroute beaucoup de gens qui vous suivaient et parfois même certaines personnes ont prouvé que vous les avez rejoints dans le camp du RDPC. Bon, chacun est libre de croire ce qu'il croit. Pierre Caron. Non, allez-y. J'aimerais pouvoir dire peut-être à la décharge du prof Oronangini qui m'a enseigné il y a 10 ans ce qu'un aîné m'a dit il y a 20 ans. Un aîné que je salue, il s'appelle Théophile Moulon. Il m'a dit, je m'étais fait griller dans certaines entreprises après un diplôme de technologie que j'ai eu à M. Ngaoundéré. Il m'a dit, parmi les incompétents, on classe les super compétents. Dans un environnement où quelqu'un est beaucoup plus brillant que les autres, il va se faire broyer. Et à un moment, vous avez donc le choix. Vous savez, dans la Grèce antique, il y a des gens qu'on ostracisait, c'est-à-dire on vous chasse, la communauté ne vous reconnaît pas. Soit vous êtes une bête, soit vous êtes un dieu, comme Aristote disait. Si vous êtes plus brillant que les gens, un peu trop brillant, soyez sûr que ça ne va pas donner. À ce moment, il faut faire semblant d'être bête ou alors il faut faire semblant de venir danser avec les gens moyens. Je crois que c'est ce qui a dû arriver à mon prof ici présent. Je le dis parce que, bon... Non, il faut vous poser la question, hein, parce que là, on n'est pas dans l'amphi, là, votre prof et tout. Et si vous êtes là comme contradicteur, vous posez juste la question. Bon, parce que le prof ne veut pas répondre clairement oui, à la question. Posez donc des questions. Nous sommes conscients qu'il avait un discours avant. Si aujourd'hui nous sommes conscients qu'il n'a plus le même discours, bon, si le prof veut nous faire croire que c'est nous la multitude, qui ne comprenions pas bien son discours d'avant,
c'est peut-être son libre choix, mais je crois penser comme les autres que le prof a changé de fusil d'épaule. Il a décidé peut-être de revoir ses prétentions à la baisse et de faire Professeur, il pose la question et puis vous répondez. Prof, il pose et puis vous aurez à répondre. Prof, Attendez un instant. Prof, c'est ça la règle du jeu. Attendez. Allez-y, Ce qu'il prof. dit est Ouais. très. Prof, vous allez donc répondre après qu'il ait terminé. Laissez, je vais Vous pouvez- non, je ne le bloque pas. Ce qu'il dit est très important. Il a utilisé une expression sur laquelle je reviendrai Oui, pour expliquer un certain nombre de d'accord. choses. C'est tout ce que je voulais C'est bon. Allez-y, Faustin. Posez la question. Posons les questions parce que justement, nous jouons aussi avec le temps. Prof, nous sommes conscients que vous avez réadapté votre stratégie. Ça, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Allez-y. La question, Oui. pensez-vous que c'était vraiment judicieux? D'abord, monsieur Etouquet, chacun est libre de ses convictions, chacun est libre de ses positions et chacun est libre de les changer éventuellement. Dans le fond, je n'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je contrôle mes énoncés pour que mes énoncés ne soient pas appropriés par des gens qui vont les instrumentaliser. Avant, vous ne les contrôliez pas. Je les laissais. Mais l'expérience m'a montré qu'il faut contrôler ces énoncés. Parce qu'on les manipulait. Et c'est à la fin que j'ai compris précisément dans quelle direction on les manipulait. Ça, c'est deux. De deux, il y a une confusion justement dans le public qui confond le statut des interventions. Moi, je ne suis jamais intervenu dans l'espace public camerounais en tant qu'acteur politique. Je n'ai jusqu'ici aucune affiliation politique à quelque organisation politique que ce soit. Donc, il y avait toujours fondamentalement un malentendu entre l'universitaire qui se met en position d'intellectuel politique et dont le discours est entendu comme s'il était un prophète politique. Voilà le malentendu. C'est-à-dire, les gens m'ont pris pour ce que je n'avais pas demandé à être, que je n'étais pas. Vous pensez que vous avez fait la meilleure correction, professeur? Bien entendu, parce que là maintenant, beaucoup qui pensaient que j'étais ce qu'ils croyaient que j'étais comprennent que je ne le suis pas. Moi, mon intervention dans l'espace public camerounais s'est faite essentiellement à deux titres. D'abord, en tant qu'universitaire, la qualité première que j'exhibe dans l'espace public camerounais, c'est que je suis un universitaire spécialiste d'une discipline qui s'appelle la science politique. Ensuite, comme intellectuel politique. Intellectuel politique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux prendre position sur telle ou telle situation en utilisant une grille de lecture des événements, mais le fait d'utiliser cette grille-là ne me ramène pas dans une position partiale. Et aujourd'hui... Mais pour ça, votre grille de lecture là est toujours orientée seulement vers le parti au pouvoir? C'est-à-dire vers le parti au pouvoir. Oui, parce que justement, on a des téléspectateurs qui posent la question. Tout à l'heure, nous allons lire les messages. Oui. On a toujours, même à Facebook, dans vos pages, dans vos forums, on a toujours l'impression que vous êtes toujours du parti, du côté du parti au pouvoir. Dans vos prises de position. Dans vos prises de position. Je dis, c'est donc ça le malentendu. Mais dans le passé, on avait l'impression que vous étiez du côté... Justement, toujours... c'est une erreur. Ça dit que c'est la confusion entre ce que le politologue dit et ce que le militant politique dit. Justement, l'ironie du sort, c'est que pendant que j'étais avec le fusil sur l'autre épaule, on me prenait pour un opposant, comme aujourd'hui on me prend pour quelqu'un qui est proche du pouvoir. De toute façon, ça, ce n'est même pas important. Chacun pense ce qu'il veut. Professeur. Le jour où j'aurai à faire un engagement politique, en tant que militant ou cadre politique, je le ferai clairement, dans quelque sens que ce soit. Ça, c'est de... Ensuite, l'autre méprise qui vient précisément du fait que certains me prenaient pour leur porte-parole. Je me demande quand est-ce qu'ils m'ont donné un mandat pour que je parle en leur nom.
aujourd'hui me font le reproche d'avoir cessé d'être leur porte-parole. Qu'est-ce que Je vous ne mettez dans suis certains tributaire de personne. Je suis libre de mes avis, libre de mes analyses, libre de mes interventions. Maintenant, chacun peut les apprécier comme il veut. Qu'il estime que ce qu'il pense serait fondé ou pas. Ce n'est pas mon- Pour, si vous permettez, Je vous pose une question. D'autres- Vous avez dit tantôt que vos propos avaient été instrumentalisés Bien sûr. par un certain camp. Je ne sais pas Je peux lequel. je peux Est-ce vous que citer. vous pouvez donc penser maintenant que vos propos actuels qui déroutent sont instrumentalisés par un autre camp. par un autre camp? Non, c'est pas la même chose. Bon, l'ancien camp, c'était lequel? L'ancien Qui camp- vous instrumentalisait? L'ancien camp. Dans cet ancien camp, il y a certaines forces politiques qui... Vous pouvez citer quelques-unes? Quelques forces? Laissez-moi d'abord développer mon propos. Il y a certaines forces politiques qui, justement, quand elles pensaient que ma posture les arrangeait, instrumentalisaient mes analyses. Je prends souvent un exemple qu'on me renvoie sur les réseaux sociaux. J'accorde une interview à un journal, il me pose une question sur un candidat, un homme politique d'opposition qui vient de créer une formation politique. Je leur dis, bon voilà, c'est quelqu'un qui arrive, il s'installe sur la scène politique. Bon, il va essayer de démontrer qu'il est une solution alternative pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? À l'intérieur du journal, il y a l'interview. Sur la couverture, on met que j'ai dit qu'il va être président. C'est ça l'instrumentalisation. C'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on se sert de ce que j'ai dit pour en tirer un profit politique. On peut le faire. Non, mais je professeur. suis aussi libre. Professeur. Je suis aussi libre de dire ah non. D'accord, Là, c'est compris, la manière dont... Laissez, vous allez parler. La manière dont vous utilisez... Sauf que si vous faites de long développement, on pourra pas poser des questions. Ça n'a aucun intérêt donc Allons-y, prof, de allons-y. me poser des questions pour que je ne vous apporte pas la substance de mes réponses. Allez-y, professeur. Donc, Soyons je juste dis un peu ça, concis. Je dis donc, je suis libre de dire l'usage que vous faites de mes propos, je ne m'y reconnais pas. Maintenant, je peux aussi décider de laisser pour voir jusqu'où on va. Et j'ai laissé pendant un certain temps. Quand j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai dit stop. Ok, allez-y. Professeur, ce que vous dites, Boileau disait tout ce qui se conçoit bien S'énonce bien. clairement. Les mots pour le dire arrivent Aisément. facilement. Vous êtes une espèce de génie, une espèce de démiurge. Vos résultats le montrent. Vous avez été major, vous avez eu des bourses en France et tout, voilà. Vous avez une claire intellection des choses. Et avant, peut-être c'était un jeu pour vous, parce que les génies ils aiment bien s'amuser en simplifiant la vie pour les autres. Vous expliquez en français facile l'architecture sociologique du Cameroun. Et les gens je se l'explique pas reconnaissaient maintenant. dans... Prof, permettez qu'il termine. Bien. Sauf que quand vous le faisiez, peut-être vous n'en étiez pas conscient, mais le système camerounais il est un peu plus polarisé en fonction de certaines forces. Et en expliquant clairement aux gens comment les choses fonctionnaient, ils se réappropriaient ces concepts et ça leur permettait de mieux se prévaloir d'un combat de contestation. Alors, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais ceux qui se rendent compte que vos propos sont en train de les déconstruire, ils peuvent peut-être soit vous effrayer et vous demander d'arrêter de démystifier, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. La science a un grand pouvoir de mystification ou de démystification. Avant vous démystifiez, vous partiez en français facile. Maintenant vous parlez moins et vous pouvez dire beaucoup de mots pour ne pas dire grand-chose. Et donc on ne reconnaît plus le gars qui en quelques secondes clarifie rapidement. La situation. Aujourd'hui on a l'impression qu'il fait du dilatoire. Monsieur, Et c'est un choix. Mais nous ne je pouvons dis- pas faire croire aux spectateurs. Aujourd'hui par exemple, Oui. je peux prendre l'exemple. Monsieur Touké, posez la question, s'il vous plaît. Le prof ne veut pas reconnaître qu'il avait un style très clair avant et, Et que le style est maintenant, compliqué maintenant. il dilue ses concepts. Si les- Alors, professeur, qu'est-ce qui explique cela? Je peux répondre, mais il est là. voici la leçon que je tire de tout mon parcours. Je dis jamais plus, personne ne s'appropriera indûment ce que j'ai dit.
dans des utilisations que je ne contrôle pas. Oui, Vous mais le dites justement, alors. vous pouvez D'accord. pas contrôler Alors, professeur, je vous prends un cas. les Professeur, je prends un cas. Je prends un cas. Rentrons 8 ans en arrière. Oui. En 2011, Oui. on vous a annoncé comme étant un candidat à la présidentielle Vous m'avez vu de l'élection candidat. 2011. Vous m'avez vu candidat? Mais sauf que vous n'avez jamais dit que vous n'étiez pas candidat non plus. mais c'est donc typique des perceptions. Il y a eu plusieurs organisations de la société civile qui vous ont plébiscité. Vous avez été plébiscité comme président de la République en C'est pas 2011. comme ça que ça se passe. Et je ne suis pas quelqu'un qui cède à ce genre de choses. Je soupèse, pèse, repèse, ressoupèse tout ce que je fais. Ok, professeur, une question. Donc, je On ne va peux sortir, pas- on va sortir de là. Je ne peux pas, je ne pouvais pas m'engager dans une démarche dont je savais dès le départ qu'elle ne mènerait à rien et qu'elle ne correspondait à rien de substantiel. Alors, professeur, comment avez-vous vécu les événements de la base à l'hôtel intercontinental en Suisse? Et professeur, j'ajoute une deuxième question à sa question, puisqu'on Oui. est sorti de votre débat. Que pensez-vous de ceux qui disent que le président Paul Biya a été piégé par un grand nombre de membres de son entourage en Suisse? Piégé par... Bon, ça, ce sont des explications complotistes. On peut le dire, mais encore faut-il avoir la matière pour soutenir de manière consistante ce qui est dit. Moi, je ne suis pas sûr, contrairement à ce que beaucoup pensent, que le président Biya ait été affaibli par l'expérience de ce qui s'est passé à Genève. Je crois même que c'est plutôt le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Un, avant qu'il aille à Genève, on disait il ne peut plus sortir du Cameroun et il n'ira plus jamais à Genève. Parce qu'à Genève, ce groupuscule d'hooligans, parce que ce sont des vrais hooligans, qu'on appelle la brigade anti-Sardinat, allait le bousculer à Genève. De deux, la manière dont ces activistes se sont comportés à Genève, même pas par rapport au président, par rapport aux autorités suisses, montre quelle est leur logique. Vous dites, vous voulez contester le président de la République du Cameroun. Soit, on vous dit, voilà l'itinéraire et la place qui vous sont réservés pour exprimer votre désapprobation de la politique du président du Cameroun. Vous laissez l'itinéraire et le lieu auquel on vous a assigné pour que vous fassiez votre protestation. Vous voulez seulement venir devant l'hôtel. Et non seulement vous voulez venir devant l'hôtel où se trouve le président, mais vous décidez d'y entrer. Ça montre de manière typique le manque de sérieux. Est-ce que pour protester contre le président Biya, vous êtes obligé de venir entrer dans son hôtel? Ensuite, au-delà même de cet événement, il faut savoir ce que c'est que la brigade anti-Sardinat. La brigade anti-Sardinat, là-bas, c'est simplement la capture des anciennes organisations contestataires par le MRC. Quelles sont ces organisations? C'est le CODE et le CCD qui ont été capturés pour ces finalités politiques par le MRC. Et on a vu la dégradation que ça a entraîné même dans ces milieux contestataires. Vous voulez donc estimer ici, à Mondo-Vision, que la brigade anti-Sardinat n'est rien d'autre qu'une espèce de succursale du MRC? Je le dis que c'est la capture par le MRC de deux organisations contestataires de base, le CODE et le CCD. D'où, précisément, les conditions dans lesquelles cette organisation est née, précisément au moment où le MRC engage sa contestation de l'élection présidentielle. C'est là où la base naît. Et ensuite, quand vous voyez les modes d'action de la base, on revient toujours, d'une manière ou d'une autre, au MRC et à son leader. Professeur. Or, le MRC et son leader ne sont certainement pas les seuls acteurs de l'opposition au système. Professeur, je pose une question. Vous voulez dire donc que la base reçoit ses ordres du MRC? Mais c'est clair. Mais il y a, quand vous suivez les réseaux sociaux, je prends simplement Robert Wafowanto. C'est eux-mêmes qui ont filmé des images où Wafowanto dit à ses
je ne sais pas si je peux appeler milicien, comme il se présente toujours en habit militaire, hein, ça a un sens psychanalytique. J'ai le président Kanto au téléphone et il me dit de vous saluer. Il vous félicite pour vos actions. C'est présent, c'est pas moi Professeur, qui ai mis ça sur... restons dans les réseaux sociaux, professeur. Alors, je voudrais savoir, hein, alors, qu'est-ce qui explique un peu votre tendance dans les réseaux sociaux à taxer les membres du MRC d'ethno-fascistes? Mais ils le sont clairement. Pourquoi, professeur? Je vais vous le dire. Je me suis querellé, je pense que c'était en 2013 ou en 2014 avec Claude Abaté, au sujet précisément de cette tendance qui s'est développée plus tard. Et Claude Abaté m'a dit une chose. Tu ne sais pas qui sont ces gars. Parce que je lui ai dit qu'Abaté, tu exagères. Il me dit non, ces gars-là sont extrêmement sectaires et ils sont d'un tribalisme toxique. On a même eu des mots très très durs. Puis j'ai commencé à observer le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est un forum dirigé par Mathieu Youbi et Angelbert Le Bon Dachua. Il faut savoir qu'au départ, dans le groupe du Cameroun, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun, il y avait non seulement Claude Abaté, il y avait aussi Makel Lemdja et bien d'autres. Et ils se sont précisément brouillés sur la question de certains énoncés, de certaines déclarations, de certains discours. Ensuite, j'ai remarqué à partir de 2013-2014 un certain nombre d'attaques qu'il y avait contre moi. Et j'observais les attaques. Je regardais les mots qui étaient utilisés. Je faisais une comptabilité des attaques et du vocabulaire. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Autrement dit, des forces politiques avaient pénétré les réseaux sociaux pour en faire un instrument de leur propagande. En soi, ce n'est pas un problème qu'un parti politique, quel qu'il soit, utilise les réseaux sociaux pour sa communication, sa propagande politique, n'est pas en soi un problème. Mais maintenant, le contenu de ce qui y est dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et moi, j'en ai été particulièrement victime, précisément, et c'est là où on a répandu toutes les perceptions que vous développez ici. Oui, lui c'est un chantaliste, quelque chose qui est de l'ordre complètement irrationnel. Des gens qui ne savent pas ce qui s'est dit à ce colloque, ils ne savent pas que le directeur scientifique de ce colloque sur l'action sociale de la première dame a récusé le concept de chantaliste biaïste. Mais pour eux, le colloque, c'était le colloque sur le chantalisme. Ils n'y ont même pas mis les pieds, mais ils en parlent. Ils ne savent pas ce qui s'est débattu. Ils ne savent pas quelle est la substance des interventions. La mienne même était mise sur les réseaux sociaux. Ils ne l'ont même pas regardé. Prof, nous allons sortir avec la question de Faustin et puis nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre les gants de une. Votre capacité d'analyse et sachant que vous êtes capable de remonter très loin dans le temps. Oui. Pourquoi vous laissez alimenter le débat ethno-fasciste au Cameroun, alors que si vous construisez des analyses qui reposent à partir des années 60, Oui. ou alors à partir de la période allemande, cet ethno-fascisme va s'évanouir de lui-même. Pourquoi vous prenez des repères sur 2011-2013, c'est-à-dire hier, alors que je sais que vous avez la capacité de rentrer historiquement très loin pour montrer en fait que ce sont des ressorts qui sont artificiels, mais qui sont sous-tendus par les deux forces à présence, que sont notamment les forces du RDPC et celles du MRC. Pourquoi vous alimentez ce débat? Pourquoi vous le laissez alimenter? Non, je n'alimente rien du tout. D'abord... Prof, est-ce que vous êtes tribaliste? Pardon? Oui. Vous êtes libre de croire que je le suis. C'est une question, Tout prof. mon être ne l'est pas. Parce que dans vos forats, bien entendu, on voit toujours des débats autour justement du communautarisme. Moi, Non, évidemment, vous répondez aux autres. Moi, je ne suis pas dans ce type de débat. Ce n'est pas ma logique. Par contre, je suis foncièrement opposé aux gens qui sont sectaires. Je déteste le nombrilisme. Ce n'est pas mon affaire. Maintenant, je ne vais pas dire
que des gens qui utilisent ces méthodes ne le sont pas pour faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Le débat sur l'ethnofascisme, d'abord, beaucoup ne savent même pas d'où viennent ces concepts. C'est un concept qui est créé dans les années 1980 par Hubert Monondiana, dans une trajectoire où il y a déjà un certain nombre de choses qui sont similaires à ce qui se passe à l'heure actuelle. Il ne faut pas que les gens croient que ces débats sont des débats qui sont nés en 2015 ou en 2018. 1980, elles sont Bien, historiquement tracées. Pourquoi vous Si vous permettez, Faustin, si vous permettez, docteur, s'il vous plaît, on va rentrer du côté de la régie pour prendre la revue des grandes unes et puis on va se retrouver pour lire les messages parce qu'il y a déjà une pléthore de messages qui nous parviennent à l'instant et on va continuer avec l'Agora. Donc, nous rentrons donc du côté de la régie pour les grandes unes. Bonsoir, chers politoscopiens, bienvenue à tous. Ensemble, revoyons les unes parues dans les kiosques du Triangle national en semaine. Ouvrons avec le journal Cameroun Tribune qui a titré en sa grande une Palais de l'Unité, la Turquie à l'honneur. Le nouvel ambassadeur, son Excellence Eze Sarak, a présenté lundi 15 juillet 2019 au président de la République Paul Biya les lettres de créance qu'il accrédite au Cameroun. Le quotidien L'Épervier parle plutôt du leader politique à l'Ouest. Gouchingué, futur président du Sénat, secrétaire général, cabinet civil du RDPC et CES, eh bien, c'est une interrogation. Le sénateur, par ailleurs président directeur général de Congelcam, veut-il diviser l'Ouest avec l'argent? Que veut-il exactement? L'argent peut-il tout acheter? C'est à lire en pages 6 et 7 de ce journal. Le tabloïd Le Messager s'intéresse au dialogue inclusif. Le silence assourdissant de Paul Biya, de retour de son séjour tumultueux en Suisse, le président de la République n'a toujours pas donné des signes d'un début de concertation comme l'attendait le peuple. La nouvelle expression coule d'encre et de salive sur les conseillers municipaux. Paul Biya promulgue la prorogation du mandat après les députés. Les magistrats municipaux viennent de voir leur mandat prorogé par le président de la République jusqu'au 29 février 2020. C'était à lire en page 3 de ce journal. Dans le septentrion, l'œil du Sahel fait un déclic sur l'électricité. 48 MW d'énergie solaire en gestation dans le Grand Nord. Une fois encore, le messager parle du MRC. Après 6 mois de captivité, que cache la libération des militants du MRC? Alors que 38 militants du MRC recouvrent la liberté, le juge militaire jadis campé sur le déni persiste et signe qu'il est compétent pour juger les civils. Le journal Intégration, penché sur la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, sur le chantier du mur de l'intégration. Le cri hebdomadaire le soir parle de chamboulement dans les sociétés d'État, 17 PCA et 7 DG hors la loi. C'était à lire en page 7. Info Matin, lui, dans sa publication du 16 juillet 2019, a titré sur les législatives et municipales vers le 3e report des élections. C'était à lire en page 3 de ce journal. Dieudonné Mveng, au lendemain de cette publication, parlera du RDPC Yaoundé 7 et Tundingwa galvanise les groupes. Pour mieux s'imprégner du comment, c'était à lire en page 3 de ce journal. De votre aimable attention, merci. Politoscopement vôtre, à la semaine prochaine. Alors, nous allons donc poursuivre avec des questions, les questions des téléspectateurs. Nous allons consacrer quelques secondes là-dessus et le professeur va répondre très brièvement. Alors, la première est celle de Bouktazi depuis Bayanga. Professeur Mathias Onangini, que reprochez-vous au professeur Kamto? Voilà. Est-ce que vous reprochez quelque chose au professeur Kamto? C'est vrai qu'on vous a toujours vu très acerbe dans vos messages vis-à-vis des membres du MRC. Professeur, vous reprochez quelque chose au professeur Kamto? D'abord, je suis libre d'apprécier ou de ne pas apprécier le professeur Kamto. Et vous allez remarquer d'ailleurs que c'est à partir de 2018 que je me suis occupé, entre guillemets,
du professeur Camto. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pendant au moins 5 ans, ces partisans, eux, se sont occupés de moi. J'attendais le match retour. Et moi, j'ai joué mon match au bon moment. C'est une question des personnes, alors, professeur. Non, ce n'est pas un problème de personnes. Bien, nous poursuivons avec des questions. Pierre Carole dit au professeur Mathias Onanguini qui fait le plaisir de bon monde de ce côté. Mathias, depuis Melon, votre mbombo. Il ne peut que vous féliciter, professeur. Que vous faites, bien sûr, le plaisir du monde du côté de Bayangam. Merci voilà. À mon cher homonyme Mathias. Voilà. Mathias, c'est le don de Dieu. D'accord, c'est cela. Bonsoir. S'il vous plaît, demandez au professeur si son changement de grade qui a pris 16 ans a un rapport avec la création du MRC qui n'a été créé qu'en 2013 puisqu'il dit que ses propos étaient instrumentalisés. Le MRC est créé en 2012. En 2012, exactement. Et d'ailleurs, les gens qui parlent aujourd'hui du MRC ne savent pas comment ça s'est passé. Bonsoir au plateau. Qu'ils viennent me demander, je vais leur dire. Bonsoir le plateau de Politoscope. Le professeur, on a fait de la diversion, mais vous n'allez plus nous tromper pour longtemps. Sandier Ludovic depuis Yaoundé. C'est quoi, c'est la guerre? Bonsoir à votre panel et au professeur Onanguini. Le docteur Etouké veut condamner le prof, mais malheureusement, ce faux docteur m'a fait incarcérer à la prison principale. Dans tous les cas, il ne faut pas nous poser des questions, chers téléspectateurs, des questions édifiantes, s'il vous plaît. Vos problèmes personnels ne nous intéressent pas du tout. Et surtout, signez vos SMS. Voilà, nous poursuivons encore. Bonsoir le plateau, quel est le thème du débat? Le débat simplement tourne autour du thème central, comment construire une nation prospère, bien entendu à travers les acteurs qui passent ici sous la forme, sous le statut d'acteur d'invité principal, à qui nous adressons toutes les questions d'actualité et bien entendu au regard des différents aspects qui gouvernent bien entendu la marche de la nation, des éléments politiques, économiques, diplomatiques et culturels et bien d'autres encore. Donc voilà un peu notre émission. Je l'ai dit à l'entame, bien entendu. Bonsoir, le plateau. Professeur, que vous rappelle cette phrase? Le temps de Pharaon est terminé. Le temps de Pharaon est terminé, c'est une phrase que j'ai prononcée à l'occasion d'un débat. Qui est Pharaon? D'un débat qui s'est déroulé avant l'élection de 2011, qui était organisé par le centre justement d'Alain Foguet, un débat qui portait sur les motions de soutien. Lorsque les jeunes vous plébiscitaient aussi, en 2011, toujours d'être président de la République. Alors Pharaon, je suppose que c'était le président Biya à l'époque? Pharaon, c'est le symbole de l'autorité d'État. Alors dans le cas d'espèce, vous parlez de qui en 2011? Oui, justement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne pense. C'est pas le président Biya qui était non, le Pharaon? Laissez-moi parler. Quand je dis que c'est plus compliqué qu'il ne pense, Pharaon, c'est une institution. Quand Pharaon finit, Pharaon continue. Vous connaissez la théorie des 2 corps du roi. La théorie des 2 corps du roi, c'est une théorie qui a été mise en place au Moyen-Âge européen, en Angleterre, pour indiquer la perpétuation de l'institution. Donc, il faut bien distinguer entre Pharaon en tant que personne physique et Pharaon en tant qu'institution. Mais dans le cas d'espèce en 2011, vous parlez de quelle institution? La présidence de la République? Je parlais du président de la République. Monsieur Biya? Bien sûr. Mais sauf qu'en 2018, vous avez changé de ton. J'ai changé de ton. Vous n'avez plus pensé à son départ. Mais est-ce que je suis militant? Je ne le disais pas comme militant. Mais vous critiquez ce qu'il... Mais vous critiquez en 2011. Vous parlez de choses... Bien, nous poursuivons s'il vous plaît avec les questions. Professeur, nous poursuivons, on reviendra. S'il vous plaît, on reviendra. C'est très intéressant. Alors, hier, vous étiez notre modèle. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Vous ne pouvez pas justifier cela. Ce n'est plus le même langage. Bien entendu. Bon, en tout cas, signez vos SMS et relisez-les, s'il vous plaît. Ce sont ceux qui pensaient confisquer mon esprit et qui pensaient que j'étais leur prophète. Je n'ai signé de pacte avec personne. Je ne suis le porte-parole de personne. Je suis libre de mes opinions et je suis même libre de changer. Bonsoir à vous sur le plateau. Je n'ai même pas encore changé. Attendez quand je vais changer. D'accord.
C'est une exclusivité pour la chaîne de proximité pour le vivre ensemble, Info TV. Bonsoir à vous sur le plateau. Votre débat est très édifiant. Beaucoup de courage. Ousmano Lawan, merci. Merci Ousmano, l'officier de réserve du Minjek. Je lui dis d'ailleurs bonsoir et à toute son équipe. Bonsoir à tous sur le plateau. Est-ce que le professeur peut nous donner des possibilités de poursuivre ses études universitaires et son travail dans des universités camerounaises ou étrangères, étant donné que nous vivons dans des zones éloignées des villes universitaires du Cameroun? Joseph Apoli, une ville très enclavée du nord, à quelques kilomètres du Nigeria. Merci. Bon, je suppose que vous allez appeler le professeur en off pour en discuter. Bonsoir à vous sur le plateau. Je me sens mal quand je vois un génie comme ce monsieur, professeur Ouna, dans les rangs du parti au pouvoir. Le RDPC rend les génies idiots. J'ai très mal, étant naïf depuis Douala. Voilà, professeur, ça, bien. C'est le propos typique de l'immaturité politique. Nous allons prendre du côté... Allez-y, prof, du côté de WhatsApp. Dans un système pluraliste, chacun est libre de ses positions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Le problème des Camerounais, et ça montre combien ils restent très mal préparés à la démocratie pluraliste, c'est que de manière systématique, dès que quelqu'un ne pense pas ce qu'il pense, il le diabolise. Donc, quand il estime que je suis de son côté, je suis un génie. À partir du moment où il estime que je ne suis plus de son côté, subitement, je deviens un idiot. C'est trop facile. Prof, nous poursuivons avec les messages WhatsApp. Bonsoir. Le monsieur en costume bleu, je suppose qu'il parle de moi. S'il vous plaît, adressez-vous avec respect au prof, le professeur Ouna. Les abeilles, professeur Ouna, il s'adresse à vous. Maintenant, professeur Ouna, les abeilles. Pas d'appel, s'il vous plaît, pas d'appel. Professeur Ouna, les abeilles piquent toujours les plus belles fleurs. Nous, étudiants, vous êtes notre idole, allez de l'avant. Longue vie à vous. Bonjour, monsieur en costume bleu, s'il vous plaît, adressez-vous. Bon, je crois que c'est la même question. Je suis journaliste et je fais mon travail, s'il vous plaît. C'est celui de poser des questions, simplement, et de m'en tenir là. Professeur, le professeur est un génie qui doit être suivi. Je ne comprends pas pourquoi voulez-vous automatiquement que le professeur taise ses positions. Merci, professeur, pour vos analyses. Monsieur Bassek Apouma. Un autre message. Voilà, je crois que nous allons arrêter d'abord là. On va arrêter là, professeur. On va poursuivre avec toujours l'Agora. Voilà, le temps nous est très imparti. On n'a plus que 20 minutes pour terminer totalement. Oui, allez-y, docteur. Alors, je voulais demander au professeur Mathias s'il y a une différence. Y a-t-il une différence entre ceux qui prennent la guerre contre une communauté, ceux qui affichent haut et fort la capacité conflictogène des réponses internes ou externes, et vous, dont le développement, par exemple, sur le parti Tontine et ses dérivés, sont policés, mais sont quand même des euphémismes chargés de violence implicite pour pouvoir apprécier maintenant des individus, non pas sur le plan de leur idéologie, mais sur le plan de leur communauté. Non. Ça, on appelle ça de l'amalgame. Si vous m'avez suivi, j'ai publié à 2 reprises ce que j'appelle la déclaration d'innocence pour expliquer aux gens ce que c'était que l'ethnofascisme et que pourquoi il fallait ne pas être ethnofasciste. Ça, c'est de 2. Certains, dans la logique de diabolisation qu'ils entretiennent, veulent me faire passer pour quelqu'un qui attaque une communauté. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, attaqué quelque communauté que ce soit. Moi, j'attaque des personnes et des groupes de personnes précises. Tontine, chez moi, ne désigne autre chose que le MRC. Et je l'ai appelé de ce nom ironique à partir de son propre répertoire. C'est le leader du MRC qui a dit dans un meeting, je m'en réfère à un de ses partisans qui s'appelle Darling Devo, nous sommes fatigués de tontiner pour que les autres bouffent. Et sur cette base,
j'ai parlé de parti tontine. Et je dis et je précise que contrairement à d'autres, je n'ai jamais donné une connotation communautaire à cela. J'entends des gens raconter des histoires, c'est du pur mensonge. Je n'ai jamais parlé de tontine parmi. Jamais. Je n'ai jamais parlé de meute. J'ai toujours parlé du parti tontine pour désigner le MRC. Professeur. Maintenant, Une question. Maintenant, si pour certains, à commencer par les propres partisans ou sympathisants du MRC, le MRC est le parti d'une communauté, c'est leur affaire. Moi, je ne vois pas en quoi critiquer le MRC ferait de moi quelqu'un qui attaque une communauté. Est-ce qu'ils ont dit, quand ils estimaient, à tort ou à raison, que je critiquais le RDPC ou le SDF, que j'attaquais une communauté? Il faut être sérieux. Ensuite, soyons très prudents. On ne peut pas fonctionner dans une logique d'amalgame. Il n'y a aucune comparaison possible entre quelqu'un qui fait une vidéo, désigne de manière nominative des communautés, appelle à les violenter, avec d'autres qui peuvent, d'une manière ou d'une autre. Vous faites référence là à Patrice Gagnan? Vous savez que je n'aime pas citer le nom de ce personnage, parce que pour moi c'est un psychopathe. Alors, Il n'y a professeur, aucune mesure. Or, certains veulent introduire la confusion et à des fins qui sont des fins extrêmement dangereuses pour le Cameroun. Il faut que les Camerounais arrêtent de jouer ce jeu-là. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Il n'y a aucune comparaison, je dis bien aucune, entre quelqu'un qui se lève, désigne de manière nominative des communautés en appelant à les violenter et des gens qui vont critiquer un parti pour telle ou telle autre raison. Imaginez que moi, Mathias Eric Onangini, je me lève, universitaire de mon État, je dis il faut tuer telle communauté. Je le répète, je donne des précisions, je donne même une méthodologie. Vous compareriez cela avec quelqu'un qui va critiquer un parti politique? Je dis non. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas défendre. Je finis en disant, il y a d'autres amalgames. J'entends des gens faire des débats vaseux et nuageux sur le tribalisme. Non. Ce que ce monsieur fait n'a rien à voir avec le tribalisme. L'ethnofascisme, ce n'est pas le tribalisme élémentaire. C'est quelque chose qui est plus dangereux. C'est une doctrine. Ça repose sur des écrits. À partir du moment où des gens peuvent vous dire que leur groupe est supérieur aux autres, biologiquement, ontologiquement, et que pour cette raison-là, il faut qu'ils aient telle ou telle chose, qu'il faut qu'ils exercent l'hégémonie. On n'est plus dans le tribalisme élémentaire. Celui-là même. C'est ce genre de Celui-là même. C'est ce genre de discours qui est en Professeur. train justement de nous... Non, monsieur. Je dis non, monsieur. effectivement. On ne peut pas l'accepter. Alors, Ça, c'est faire de l'hypocrisie. mais professeur, Je dis, Non, professeur. non, si nous ce sommes n'est pas un discours Camerounais, si nous incendiaire. sommes On Camerounais, ne peut pas laisser... si nous sommes Jusque- Camerounais, vous nous devons identifiez- savoir qu'en 1959, avant que nous soyons indépendants, il y a un colonel français qui avait lancé des propos, on va dire presque génocidaires sur l'ennemi Bamileke. Pour un Français, Bamileke ne veut rien dire. Pour un Allemand, Bassa ne veut rien dire. Ces choses ont été semées dans notre pays par des gens. Aujourd'hui, nous reprenons ces mêmes racines, on les alimente hypocritement. Ce n'est pas honnête. Si nous sommes des hommes de science, Faustin. nous pouvons déconstruire ce qui a été fait pour notre bénéfice à nous. Moi, je ne sais pas ce que veut Nous dire restons, Bamileke. Faustin. Je ne sais pas ce que veut dire. Faustin est OK. Faustin est OK. S'il vous plaît, ici, nous posons des questions au professeur. Merci de ce développement quand même qui permet de recadrer les choses. Professeur, je vous pose une question. Vous faites... Laissez, je lui réponds. Il n'a pas posé une question, il a fait plutôt une analyse. Il a posé une question à travers son observation. C'est de la démagogie et de l'hypocrisie. Ce n'est pas Lamberton
qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits au Cameroun dans les années 80. 80, ça vient 20 ans Je après. veux bien. Non, si je on commence veux bien. l'histoire, on Je commence veux... où elle Non, commence. non. Vous prenez des points de repère qui vont alimenter les Monsieur, fascistes. cher... Je vous l'ai dit poliment. Je vous l'ai dit poliment. Vos discours alimentent je dis, nos fascistes. ne faisons pas d'hypocrisie. Traitons la question de l'ethnicisme de manière sérieuse. Qu'il y ait des stigmatisations. Les stigmatisations au Cameroun ne concernent pas une seule communauté. Dans notre jeu social, les stigmatisations, même les plus légères, concernent toutes les communautés. Pourquoi c'est sur Il cette n'y a question donc que pas. les voix montent? Il n'y a donc pas. Pourquoi Je vais donc c'est vous sur cette expliquer. question que les voix Parce montent? qu'il y a la littérature qui s'est constituée dans les années 80. Et qu'est-ce qui s'est passé avant 80? Et cette littérature qui s'est constituée dans les années 80. S'il vous plaît, nous ne faisons pas un cours. S'il vous plaît, professeur. Professeur, nous ne faisons pas un cours magistral ici. S'il vous plaît, on ne fait pas un cours magistral. Nous sommes là pour édifier les téléspectateurs. C'est un problème de manipulation. Oui, nous allons sortir de là. Un problème de manipulation. D'accord, ok, c'est compris. Les gens Oui. utilisent un certain discours qui vient créer des tensions, puis ensuite ils jouent aux victimes. C'est compris, C'est professeur. ça que nous ne devons pas accepter. Maintenant, Est-ce que finalement vous êtes une cible du MRC? Ou alors c'est le MRC qui est votre cible? Ensuite, j'ai une question. Permettez, s'il vous plaît, répondez. non, vraiment, ça c'est des questions. Êtes-vous une cible du... Moi, je ne suis pas dans la paranoïa. Ce que je Mais constate... qu'est-ce qu'un professeur peut faire à longueur de journée je ne suis pas dans les professeur, forats à s'intéresser Monsieur Mboué, vous pensez aux que activités parce que je suis dans les politiques, forats, je ne fais pas mes actes. Je n'ai pas fait mes cours. parce que les téléspectateurs, on les... Je n'ai pas fait mes cours parce que j'étais dans les forats. Donc il faut laisser les réseaux sociaux à ceux qui développent des discours. Pourquoi vous fascistes. particulièrement, professeur, vous êtes toujours présent pour intervenir sur les questions du MRC? Pourquoi vous Mais particulièrement? pourquoi je n'ai pas le droit de parler du MRC? Vous allez m'interdire de parler du MRC? Nous posons la question pour comprendre. Alors, mais j'ai le droit de parler Parce que du c'est la MRC. question Comme qui est j'ai posée. parlé, je peux parler d'autres choses. Vous n'avez pas dit que je ne parle que du MRC. J'ai une question, professeur. Posez-la. Une question relative à notre université qui a fait... J'espère que le professeur n'a pas muselé complètement notre consultant. Une non, question sur notre j'attends qu'il pose la université, question celle et de je Yaoundé viendrai. 2, qui a quelque peu fait les choux gras de la presse depuis une année entre deux monstres juridiques, un en droit public, un en droit privé, qui ont eu des tensions plus ou moins divergentes. Il semble que le président de la République ait arbitré d'une certaine manière ce tango-là en nommant par exemple l'ancien doyen de la faculté de politique, le professeur Magloire Ondoa, comme recteur de l'université de Douala. Faites-vous cette même lecture que Non, je pense pas. Je pense juste... Quelle est votre lecture? Je pense juste que le président de la République a décidé de nommer le professeur Magloire Ondoa, qui était doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 à l'université de Douala, ce qui traduit donc une confiance renouvelée et à un niveau supérieur. Maintenant, il y a pu y avoir des malentendus entre les deux aînés que sont le recteur Adolphe Minkwase Oui. et aujourd'hui le recteur Ondoa qui était alors doyen. Bon, si pour l'autorité, en nommant le professeur Ondoa Douala, ça peut permettre de desserrer la tension, pourquoi pas? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal en cela. Et j'ai entendu des gens dire, comme les Camerounais, des polémiques inutiles, que le professeur Ondoa, par exemple, a priori ne devait pas être recteur. Je dis, il a fait tout le parcours en termes de carrière. Il a été vice-doyen, il a été doyen, il a été directeur des affaires académiques et de la coopération, il a été vice-recteur. Est-ce que la valeur, est-ce que le pouvoir décrétal, professeur, est-ce que le pouvoir décrétal s'encombre de tout du parcours parfois professionnel? On en a vu des gens qui sont partis de rien du tout ou alors du bas de l'échelle pour se retrouver à... Non, je pose plutôt des questions. Vous ne pouvez pas poser des questions. La question est celle de savoir si le pouvoir décrétal se base sur la compétence toujours pour nommer quelqu'un. La compétence est certainement un des éléments. Vous ne pouvez pas dire... D'accord, professeur, c'est répondu. Prof, la question la voici. Le critère de la compétence n'a pas joué. Prof, la question la voici. L'entame de la résolution de la crise dite anglophone par la médiation helvétique vous paraît-elle pertinente? Surtout quand on sait que les protagonistes sont des nationaux. Est-ce que c'est pertinent? Je n'en sais rien.
Est-ce que c'est quelque chose qui, dans une certaine mesure, est souhaitable? Oui. Est-ce que ça va nécessairement aboutir? Je ne crois pas. C'est le genre de situation qu'on appelle des situations indécidables. Ça veut dire des situations qui sont d'une complexité telle qu'il est difficile de trouver une solution qui puisse être satisfaisante pour tout le monde. Le problème est très simple et c'est le problème qui se pose depuis le départ. Vous avez d'un côté le président de la République et le groupe gouvernant qui disent « Nous, il n'est pas question que le Cameroun soit divisé. Le Cameroun doit rester un et indivisible. Ça veut dire qu'il doit rester dans un même État. » Ils disent, en raison de leur héritage politique constitué depuis plusieurs décennies, que la meilleure formule d'organisation pour l'État du Cameroun, jusqu'à présent, c'est l'État unitaire. Et cet État unitaire, comme on sait, a connu des réformes dans les années 90 qui en ont fait un État unitaire décentralisé. De l'autre côté, vous avez des acteurs qui disent il n'est plus question pour ceux qui sont issus du nord-ouest et du sud-ouest dans le langage de la République du Cameroun, mais qu'eux ils appellent le Southern Cameroons, de coexister avec ce qu'ils appellent la République du Cameroun, c'est-à-dire en fait le Cameroun en guillemets francophone, et qui disent qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est l'indépendance, c'est la sécession et c'est l'indépendance. Il y a le groupe de ceux qui disent on peut maintenir la présence de ces deux régions dans le Cameroun, mais il faut revenir à une fédération biculturelle qui préserverait la spécificité culturelle des deux communautés. Alors, dans toutes ces diverses formes-là, alors quelle est votre position? Moi, ma position est simple. Il n'est pas question que le Cameroun soit divisé. Quelle est la meilleure forme, selon vous? Il n'y a pas de meilleure forme dans l'absolu. Il n'y a pas de meilleure forme dans l'absolu. Et si la question historique vous était posée, Laissez-moi professeur? parler. Il n'y a pas de réponse absolue. Ça veut dire on peut rester dans le cadre d'un État unitaire décentralisé. Si c'est sur la base d'un consensus et si les mécanismes institutionnels sont conçus de manière sincère pour être mis en œuvre, ça ne peut pas poser de problème. On peut être dans le cadre d'un État dit régional qui va accorder des compétences, certaines compétences spécifiques aux deux régions du nord-est et du sud-ouest en raison de cet héritage colonial, mais en les conservant dans l'ensemble camerounais. Par contre, la solution de deux États fédérés n'est pas praticable. Pourquoi? Elle ne résout pas le malaise subjectif ou objectif qui existe chez ceux qui considèrent que les anglophones sont marginalisés. Vous auriez bien les deux États. Ceux qui sont pour la sécession continueront à dire « nous sommes marginalisés, nous devons partir ». Dernier élément de blocage, dans le Cameroun actuel, il n'est pas possible d'engager ce débat sans susciter une puissante dynamique identitaire dont on voit déjà des traces chez un certain nombre d'acteurs qui viendront s'inviter pour demander aussi leur État fédéré. Sans vous couper, professeur. Voilà. Sauf Professeur, et si on vous posait la question historique? Une personne à la fois, s'il vous plaît. Oui, allons-y rapidement, parce que là, nous jouons avec le temps. La région anglophone, c'est la seule région qui, en s'unissant avec la région francophone, il y a eu établissement d'une forme de contrat. Les autres identités étaient dans un... Le contrat est le fédéralisme. Est-ce qu'on peut laisser les développements historiques, s'il vous plaît? On peut laisser les développements historiques et poser la question directement? Il semble noyer l'identité. Il semble noyer le phénomène identitaire qu'il y a dans le Cameroun avec le phénomène anglophone qui est au-delà de l'identité. Bien, alors quelle est la question maintenant? Oui. Celle-ci. Pourquoi il y a crise anglophone au Cameroun et il n'y a pas crise anglophone au Togo? Nous le disons pourquoi. Le Togo et le Cameroun... Mais vous m'interrompez, professeur. Il n'y a pas d'anglophones au Togo. Permettez qu'il termine, s'il vous plaît. Il y a des anglophones au Ghana, pas au Togo.
Prof, permettez qu'il termine et puis vous allez Togo rectifier. Et le Cameroun étaient des colonies allemandes au même moment que nous. Oui. Les Allemands ont été chassés du Togo et du Cameroun par les forces franco-britanniques. Toujours. Le Togo a été divisé en deux comme le Cameroun. Tout à fait. Ce sont les mêmes tests de Londres et des Nations Unies qui ont mis le mandat et la tutelle. Ces pays sont devenus indépendants au même moment. C'est-à-dire, ce sont deux pays qui ont d'abord eu un socle institutionnel allemand, ensuite un deuxième socle franco-britannique. Mais aujourd'hui, le Cameroun a un problème anglophone. Pourquoi au Togo, ça n'existe pas? Je parle bien du Togo, pas du Ghana. Non. Je parle bien du Togo. Le Togo, dans le cas du Togo, Sans développement historique, s'il vous plaît. Togoland est parti au Ghana. Le Togoland constitue aujourd'hui une partie du Ghana. D'accord, Et bien, c'est clair. au Togoland, Et vous savez, laissez-moi parler. récente. Voilà, laissez-moi parler. Au Togoland, précisément, il y a une revendication sécessionniste. Ça veut dire qu'il y a des acteurs du Togoland qui veulent se séparer du Ghana en disant que précisément, ils sont aussi marginalisés. Ok, d'accord. C'est compris, professeur. Nous allons donc poursuivre. Professeur, je vais vous citer quelques noms et puis vous allez nous donner la qualité de vos rapports. Je commence par le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, moi, je n'avais pas de problème particulier avec le professeur Maurice Kamto jusqu'à la, entre guillemets, la crise qui a été provoquée par son mécanisme politique. Au contraire, si vous me suivez bien, j'ai toujours parlé, tout en critiquant sa logique politique, du professeur Kamto avec respect. Nous poursuivons. Je n'ai jamais dénigré son statut. Nous poursuivons, oui. Je ne l'ai jamais insulté. Je dis bien insulté parce qu'insulter, ça veut dire quelque chose de précis. Par contre, je l'ai critiqué. Et je l'ai abondamment critiqué. Mais apparemment, pour certains, les critiques ne sont valables que si on les adresse à Paul Biya. C'est Paul Biya seul qui doit être critiqué. Aucun autre acteur politique ne peut être critiqué. Poursuivons, si professeur. Poursuivons pour quelques noms avec les noms. C'est un crime de lèse-majesté. Le professeur Séraphin Fouda. Je n'ai pas de problème avec le professeur Séraphin Fouda. Le professeur Séraphin Fouda est un aîné, c'est un ami et c'est un parent à plusieurs titres. Le professeur Luc Sindjoun. Le professeur Luc Sindjoun était mon ami. Il n'est plus mon ami pour la simple raison que je considère qu'il m'a trahi. D'accord. Finalement, qui a trahi qui, professeur? Avec le professeur Luc Sindjoun. C'est bien lui qui m'a trahi. C'est lui qui vous a trahi. Non, c'est clair, c'est compris, c'est lui qui vous a trahi. Monsieur Cabral Libi. Je n'ai pas de problème avec Cabral Libi. Nous avons de bons rapports. Il n'y a aucun souci. Ça ne veut pas dire que nous pensons nécessairement les choses de la même manière. Il se dit dans l'opinion que vous ne lui réservez pas un très grand accueil simplement parce qu'il aurait pris votre aura que vous aviez dans les années 2011. Ça, ce sont des propos enfantins. Il ne m'a pris aucune aura. Je ne dispute rien du tout avec lui. Il fait son chemin, je fais le mien. Ça, les Camerounais ou certains d'entre eux ont l'art de l'intrigue sociale. Est-ce que Cabral Libi serait devenu aujourd'hui le professeur Mathias Souvelan Guinée de 2011? Je dis, ils ont l'art de l'intrigue sorcière. C'est-à-dire qu'ils créent des problèmes où il n'y en a pas. Est-ce que je suis venu en 2011 vous dire que j'étais candidat? On a refusé que je sois candidat pour éventuellement que je sois jaloux de Cabral Libi aujourd'hui. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, je ne me suis jamais présenté pour dire que je vais être candidat à la présidence de la République. Professeur, n'avez-vous pas peur que des discours qui s'alimentent sur fond d'ethnocentrisme et d'ethnofascisme donnent plutôt l'occasion à l'État de déplacer le combat politique de là où il devait être, c'est-à-dire sur le plan des idées, pour l'inscrire maintenant dans la dimension identitaire, avec maintenant la possibilité qu'il y a des communautés qui peuvent être identifiées comme les faiseurs de troubles au Cameroun. Vous n'avez pas l'impression que votre discours peut alimenter ce fait? Non, mon discours ne l'alimente en rien du tout, mais alors en rien du tout. Je n'ai pas seulement le temps ici d'expliquer aux gens de quoi il s'agit sur le terrain
des comportements ethnicistes. D'abord, dans une société multicommunautaire, multiethnique, multinationale, il ne faut pas être surpris qu'il puisse y avoir des frictions entre les communautés. Mais les frictions entre communautés ne sauraient devenir le carburant du jeu politique. On ne saurait les entretenir soit pour conserver le pouvoir, soit pour prendre le pouvoir. Autre chose, l'ethnicisme, il a des stades. Il y a le stade élémentaire qui existe à partir du moment où il y a des ethnies. Oh, vraiment, comme moi je mange le mbongo chobi, là, vraiment, je suis sérieux. Celui qui mange le pain, ou alors le nkui, il n'est pas sérieux. Ça, c'est l'ethnocentrisme ordinaire. On n'a pas tout le temps pour le développement. Non, vraiment, parce que si on ne le fait, justement, je vais même m'arrêter, mais si on ne le fait pas, on ne peut pas comprendre ma posture. Peut-être qu'on aura... Ma posture est de combattre d'abord la forme la plus grave de l'ethnicisme. Parce que c'est cette forme qui crée ce que vous dites. Et cette forme, c'est laquelle? Cette forme, c'est l'ethnofascisme. C'est quand des acteurs de certaines communautés non seulement disent, mais écrivent que par le fait d'appartenir à telle ou à telle autre communauté, ils sont supérieurs aux autres. Mais en ce sens, c'est ça qui est dangereux. Sur le terrain des écrits, professeur, il y a beaucoup d'écrits. On a l'impression... Comme lesquels alors? Par exemple, je peux vous citer le mémorandum, par exemple, non, c'est pas... Non. On a l'impression que vous avez... Non, c'est la logique. C'est la logique de l'amalgame que vous êtes en train de faire. On a l'impression que vous avez... Les mémorandums n'ont rien à voir avec la littérature ethnofasciste. C'est ça qu'on appelle de l'amalgame. Dans les mémorandas, on peut les prendre, prenons-les. Quel est le mémorandum? Quel est le mémorandum? Avant que le MRC soit créé dans ce pays, avant les élections de 2011, nous pratiquons bien ce que nous appelons l'équilibre régional, non? Et alors? Cette chose-là, c'est quoi exactement? J'aimerais bien la comprendre. L'équilibre régional, c'est une stratégie politique. Pourquoi nous ne la critiquons pas? Pourquoi nous la déconstruisons? Permettez qu'il réponde à la question. Allez-y, professeur. Allez-y avec l'équilibre régional. L'équilibre régional. Et dites-nous ce que vous pensez de cet équilibre-là. C'est une stratégie politique appliquée pour réduire les tensions dans une société multicommunautaire. Est-il pertinent? Cela dit, comme la société multicommunautaire est complexe, ce qu'on utilise pour réduire les tensions peut en créer. Mais je vais vous dire une chose. Si le Cameroun que vous voyez n'est pas en guerre, c'est parce qu'il a inventé cette technologie de l'équilibre régional. Alors vous le trouvez pertinent? Pays, vous le trouvez pertinent dans un État? Je le dis. Je vous le dis, monsieur. Je vous le dis. Professeur, est-ce que vous... dis même avec autorité. Les Allemands, il y en a... Professeur, vous le trouvez pertinent, cet équilibre régional? Qui est peut-être un de vos auditeurs, il s'appelle Adalbert Ouna. Il a écrit La naissance du Cameroun en 1973. Et alors? Il dit ce qu'était ce Cameroun avant que les Allemands viennent fusionner. Et le Cameroun, c'était quoi? C'était des ethnies différentes, avec des cultes différents, avec des langues différentes. Si ces choses ont pu être agrégées, ça veut dire que la force étatique allemande a pu le faire. La force étatique franco-britannique a pu le faire. Et quand nous reprenons le pays en 60, si on voulait, on aurait pu le faire. Ne défendons pas les indépendants. Est-ce que le Cameroun est désagrégé? Professeur. Monsieur Touquet. Ok, monsieur Touquet, s'il vous plaît. C'est compris. Le Cameroun n'est en rien désagrégé. Le Cameroun, c'est vous qui allez m'apprendre la science. Professeur, s'il vous plaît. Moi qui vous ai appelé. Professeur. Il y a 10 ans. Professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut le prouver. Il ne s'agit pas d'un corps à corps, s'il vous plaît, professeur. Professeur, nous demeurons sur l'équilibre régional. Professeur, je vous pose la question de savoir, dans un État en pleine constitution comme le nôtre, trouvez-vous que l'équilibre régional soit pertinent? Oui, monsieur. Pour la simple raison que tous les... On n'est pas à l'époque des Allemands, monsieur Touquet. Nous avons créé cette chose. Monsieur Touquet, permettez. Monsieur Touquet, je vais vous passer la parole tout à l'heure. Professeur, poursuivez. De choses que vous ne maîtrisez pas. Professeur, poursuivez. Dans tous les pays du monde,
il existe des techniques de mitigation politique. C'est ce qu'on appelle affirmative action aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive en France. C'est ce qu'on appelle le federal character au Nigeria. C'est ce qu'on appelle la géopolitique au Gabon. Le Cameroun n'a pas inventé ces techniques. Ces techniques sont imposées par la réalité. La réalité impose à tous ceux qui exercent le pouvoir de devoir s'adapter aux contraintes sociales et de les gérer. Monsieur Touquet, s'il vous plaît, on va arriver. Les Allemands, c'est même pas sûr que les Allemands ne l'aient pas fait, monsieur. Vous avez l'air bien sûr de vous. Ce n'est pas sûr que les S'il vous plaît, professeur, nous avons les téléspectateurs. Professeur, s'il vous plaît. Vous ne savez pas. Professeur, on va marquer un arrêt. Professeur. Professeur. Alors, nous rentrons donc du côté de la régie. Je passe sur la base de données historiques. Professeur. Les Allemands. Professeur, je serai obligé de couper un micro à la fin. Bien sûr, c'est quand on vous donne la parole que vous parlez, professeur. Lorsqu'il y a une question, vous répondez, vous permettez qu'il finisse avec la question. Professeur, pendant que vous respirez, nous allons rentrer du côté, s'il vous plaît, si vous permettez, chers panélistes, nous allons rentrer du côté donc de la régie pour prendre bien sûr le Vox Pop, pour structurer autour de la question quel peut être l'apport des intellectuels dans la résolution des crises sécuritaires qui traversent le Cameroun actuellement. On se retrouve juste derrière pour poursuivre avec l'Agora. Alors, nous allons donc présenter nos excuses à nos téléspectateurs de Info Télévision pour cette élévation de la voix sur ce plateau et également pour l'élément qui n'a pas été calé. Il s'agissait bien sûr du Vox Pop. Le temps, c'est de poursuivre toujours avec notre troisième et dernière partie de l'Agora. Nous revenons donc en espérant que tous les esprits se sont calmés. Professeur, nous allons complètement sortir de cette actualité-là, si vous voulez, de ce développement intellectuel que nous faisions sur, bien entendu, la crise dite anglophone. Pour vous poser une question, elle est simple, professeur. Quelle analyse faites-vous des arrestations intempestives, si vous permettez l'expression, entre guillemets, des membres du MRC lors de leur marche dite blanche? Elles sont intempestives, pourquoi? Parce qu'elles se sont produites 2 fois et les 2 fois ont causé justement des arrestations. Mais c'est tout ça qu'elles sont intempestives. Vous savez qu'il y a... En français, on dit 2, c'est le pluriel quand même. Qui a supervisé le travail de révision du code pénal?
Je vous pose la question. C'est Répondez. bien le professeur Maurice Kamto. Et un certain nombre d'infractions qui sont inscrites dans ce code pénal sont inscrites avec sa caution savante et sa caution d'expert, puisque c'est lui qui a assuré avec son cabinet la révision de ce code pénal. Si vous vous exposez donc à des infractions pénales qui sont parfaitement énoncées dans le code pénal, pourquoi voudriez-vous ne pas faire face à la justice, quitte à ce que par la suite, la justice établisse que vous êtes innocent ou alors que vous êtes coupable? Professeur, quelle analyse faites-vous des interventions récentes des membres des organisations internationales dans la crise dite anglophone? Juste en quelques mots. Hein. Nous avons vu, par exemple, les Américains à travers l'ambassade. Nous avons vu l'Union européenne et même l'Union africaine. Bon, pour les Américains disent ce qu'ils pensent de la crise. C'est leur droit. Moi, je constate seulement historiquement que quand les Américains ont eu à faire ça à la sécession, ils n'ont jamais rien négocié. Ils ont maté les sécessionnistes et ils ont rétabli la fédération, ils ont rétabli l'union. Donc je suis quand même un peu amusé que des gens qui ont eu à le faire veuillent donner des leçons à un État qui se trouve, c'est vrai que les conditions historiques ne sont pas strictement les mêmes, mais dans une situation analogue. Pour l'Union européenne, je veux bien, mais on a vu comment l'Union européenne a réagi au moment de la crise catalane. Personne n'a soutenu les Catalans en Europe, personne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bel et bien que s'ils soutiennent les Catalans, ça va déclencher une dynamique dans toute l'Europe où il existe précisément des revendications communautaristes nationalistes. Ça va déclencher une crise en France où il y a toujours des relents du nationalisme basque, du nationalisme breton, du nationalisme corse. Ça va déclencher des relents de nationalisme en Grande-Bretagne, particulièrement en Ulster, en Irlande du Nord. Vous avez vu donc qu'ils ont fait bloc pour empêcher que les dirigeants catalans qui voulaient l'option séparatiste soient écoutés. Mais comme c'est en Afrique, on caresse dans le sens du poil. Professeur, ce n'est pas seulement en Afrique. On a vu l'Union européenne. Posons des questions, s'il vous plaît. Il nous reste à peine 15 minutes. Question, on a vu imposer l'indépendance du Kosovo, qui n'est pas reconnue par la CEI. On a vu également que le Sud-Soudan s'est séparé. Donc, je crois que c'est des choses à prendre au cas par cas. Oui, je veux bien qu'on prenne les choses au cas par cas. Mais vous évoquez précisément le cas du Sud-Soudan. C'est une aberration. Voilà précisément un bloc qui était dans la fédération soudanaise, qui a tort ou a raison et a estimé qu'il était marginalisé, qui a entrepris par l'action politico-militaire de se séparer du Soudan. Mais aussitôt séparé du Soudan, commencent des guerres internes entre différents leaders assis sur différentes factions politico-militaires et différents lobbies communautaires. Et le plus ironique, c'est quand j'ai vu les dirigeants sud-soudanais aller négocier, aller faire des négociations de paix au Soudan. Mais j'ai dit, mais ces gars ne sont pas sérieux. Ce serait comme si un jour, il y avait la fameuse Ambazonia au Southern Cameroun, une guerre interne se déclenche là-bas et ils viendraient négocier à Yaoundé. Cela montre combien les Africains ne se consacrent pas aux questions sérieuses. Pauvre, que pensez-vous de la démocratie camerounaise? La démocratie camerounaise. Je vais répondre. Aujourd'hui, le principal souci de l'Afrique, ce n'est pas de se décomposer dans des bantoustans ou des républiquettes. C'est plutôt de consolider ce qu'il y a comme État et même d'aller vers une intégration africaine, qu'elle soit sous-régionale ou qu'elle soit continentale. Beaucoup de questions, Maintenant, professeur, rapidement. Oui. Que pensez-vous de la démocratie au regard, bien sûr, du respect des droits de l'homme? Vous orientez la question. Laissez-moi répondre. Ne me mettez pas des orientations. Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, vous avez professeur. posé une question Pas sur de développement la démocratie camerounaise. Ouais.
ne me demandez pas maintenant d'orienter ça droit de l'homme. C'est moi qui l'oriente. Laissez-moi- C'est moi qui pose des questions. Donc, jusqu'à préciser Oui. comment je dois répondre. Effectivement, professeur, je l'oriente vers le respect des droits de Pour que l'homme. je réponde comme vous voulez. Non du tout. Ah bon, bon. La démocratie camerounaise. La démocratie camerounaise est à mi-chemin. Et en même temps, la démocratie camerounaise montre un certain nombre de contraintes qui indiquent que les Camerounais n'ont pas suffisamment intériorisé les règles de la démocratie. Une démocratie s'évalue de différentes manières. Je ne vais pas rentrer dedans, je vais juste le signaler comme point. Au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, depuis 1990, des réformes ont été faites. Il en reste encore parce que toutes les institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996 ne sont pas mises en œuvre. On a par exemple toujours les collectivités régionales, les régions et les conseils régionaux qui les matérialisent au niveau institutionnel qui ne sont pas mis en place. Et Elle s'évalue aussi au niveau normatif, c'est-à-dire en termes de valeurs. Et les valeurs de la démocratie bourgeoise, parce que c'est de la démocratie bourgeoise qu'il s'agit, sont les valeurs du pluralisme libéral. Au Cameroun, il y a un certain nombre de signaux qui montrent que le Cameroun a avancé. On parle de liberté, les libertés d'expression et de communication. Aujourd'hui, nous avons une variété d'organes d'information dans tous les secteurs des médias et avec des lignes éditoriales qui sont différentes. Donc on ne peut pas contester qu'il y ait des avancées à ce niveau. Par contre, sur ce terrain même des valeurs, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a le problème de la tolérance politique. Et c'est un problème général, ça ne concerne pas un groupe politique en particulier ou telle sensibilité politique. Les Camerounais demeurent encore largement intolérants. Quand vous n'avez pas la sensibilité qu'ils veulent, ils vous diabolisent. oui, professeur, c'est compris. C'est compris, professeur. Et tout cas, allez-y avec la question. Non, professeur, c'est clair. Les téléspectateurs, ils ont compris. Je n'ai pas fini. Prof, c'est clair. Vous me posez des questions et ensuite vous ne voulez pas que je développe. Je dois faire des déclarations sentencieuses et péremptoires. Non, du tout, prof. Vous avez développé, prof. Ce sont des questions simples. J'ai compris. Carole, là, c'est quand même un tout petit peu un peu embarrassant parce qu'on a entendu une dizaine de fois cette expression. Les Camerounais sont dans un sens un peu péjoratif. Ce sont ces mêmes Camerounais-là dont on recherchait l'audience il y a longtemps quand on expliquait en français facile comment fonctionne l'État. Ça veut dire que je recherchais leur audience? Il semble bien. Je me suis mis à un endroit pour quémander ou mendier l'audience des Camerounais. Il semble bien. Il semblait, mais vous étiez le cher monsieur Etouké, je vais vous dire une chose. Moi, je ne fonctionne pas et je n'ai jamais fonctionné. Ça veut dire donc que vous n'avez jamais compris qui j'étais. Je ne fonctionne pas. Sauf à insulter notre... Je dis, laissez-moi parler. Il pose simplement ces questions. Je ne fonctionne pas. Je n'ai jamais fonctionné et je ne fonctionnerai jamais sur les opinions des autres. Ça, vous l'avez dit. Je fonctionne sur la base de ma gouverne. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez me dire ce que je dois penser et je ne quémande ni ne mendie. Mais vous souhaiteriez l'oreille de quelqu'un. C'est compris, ce n'est pas un ping-pong quand même. Hein? Professeur, c'est une émission qui se veut très sérieuse. La question est la suivante. Nous nous adressons aux téléspectateurs. Oui. Et non à M. Touquet ou alors au professeur. Ce n'est pas un ping-pong. La question est la suivante. Oui. Elle est simple. Nous avons l'impression au Cameroun que les logiques qui tentent à amener la décentralisation, c'est-à-dire la diffusion du pouvoir central vers le public, ces mesures-là sont plus ou moins diluées. Les mesures qui tendent à toujours condenser le pouvoir vers le sommet central, ces mesures sont toujours renforcées. Mais on a l'impression... Monsieur Touquet, la question. Sinon, pratiquement, vous aurez l'impression, et l'émission, on va terminer comme cela. Allez-y avec la question. Ce fait est à mettre au dommage du pouvoir central ou de ces Camerounais qui ne comprennent pas bien la politique ou les choses comme vous voulez.
Je vais répondre à votre question. Simplement, professeur. L'émission est presque finie. L'émission est presque terminée. Vous ne pouvez pas commander ma réponse. Laissez-moi répondre. Répondez, professeur. Le Cameroun est, dans les principes, dans une dynamique de décentralisation. Mais la décentralisation est trop lente. Ça signifie concrètement qu'on pourrait l'accélérer et ça permettrait d'amortir certaines des tensions que nous vivons. Aucun système institutionnel n'est parfait. Ça veut dire que vous changiez ce système-ci pour mettre en place un autre système, ce n'est pas ça qui va arrêter les tensions communautaires. D'accord, la question les tensions... est la faute à qui? Au pouvoir central? Je ne suis pas un distributeur de points. C'est clair. Mesdames et messieurs, nous rentrons, professeur. Je suis un analyste sérieux. Je ne suis pas là pour distribuer les points aux uns et aux autres. C'est compris. Nous rentrons donc du côté de la régie pour prendre, bien entendu, le jardin secret. On se retrouve donc derrière. Alors, elle est déjà installée. Elle, c'est Rochelle Oyana. Bonsoir, Rochelle. Bonsoir, Pierre-Carole. Bienvenue. Bonsoir également à tous les panélistes. Merci. Bienvenue. Et puis, on vous laisse avec le professeur Mathias Eric Onangini. Merci bien que le temps nous soit malheureusement imparti. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce... Alors, j'espère que vous allez très bien. Tout va très bien jusqu'ici, malgré les petits ciments de vos... panélistes, de vos confrères. Oh, moi, j'ai aucun problème. Je suis un dialecticien, toujours prêt à la bagarre. Alors, c'est notre rubrique, justement, Jardin secret. Ici, les questions, même les plus osées, vous sont posées. Déjà, êtes-vous prêt à répondre à ces questions? Je répondrai ce que la décence me permettra de dire. Voilà. La toute première question, la voici. À quel âge est-ce que le professeur Mathias Onangini a connu la femme? Aucune réponse à cette question. Pourquoi, professeur? Parce que ça fait partie d'un domaine qui est strictement intime. On vous a bien dit que c'était la rubrique Jardin secret. C'est le jeu, professeur. Je ne suis pas un voyeur, donc je ne répondrai pas à cette question. D'accord, on part avec la deuxième question. Vous étiez déjà arrivé de tomber sous le charme d'une de vos étudiantes? Non, non. Et si jamais ça arrivait? Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que je suis un homme sérieux et un homme de principe. Je sais distinguer les espaces. Voilà, combien d'enfants le professeur a? Je n'ai aucun enfant. Marié? Je suis marié. Alors, quel est le plat préféré du professeur Mathias Onangini? Oh, j'ai beaucoup de plats préférés, si vous voulez. Bon, disons, un bon fils des Bassards, les Riquans. Alors, Pierre-Carole, c'est ici que se referme. Ah, c'était tellement bref, hein? C'était bref. Et merci. Merci beaucoup à Rochelle. C'est une journaliste, elle est professionnelle, elle connaît exactement que le temps nous tient à la gorge. D'ailleurs, à mon tocan, là, nous sommes pratiquement à 23h. Rochelle, merci d'être venue. C'est moi qui te remercie, Pierre-Carole, et merci également au professeur Mathias. Même si on a l'impression que le professeur n'a pas joué le jeu à fond. Du tout. D'accord. Ce n'est que partie remise. Partie remise. Certainement à la semaine prochaine. Ah, s'il plaît à Dieu. Plaît à Dieu. D'accord, merci. Alors, nous raccompagnons donc Rochelle et on se retrouve juste derrière pour clôturer notre émission. Merci une fois de plus. Hein. Nous allons donc, le temps est imparti. Professeur, on ne peut même plus prendre toutes les questions des téléspectateurs. Est-ce que je peux consacrer sous juste 60 secondes? On va prendre quelques questions rapidement. Professeur, vous allez répondre. Le journaliste, un peu de respect pour votre invité. Je pense qu'il a été invité pour éclairer l'opinion. Monsieur Boadé, écoutez, c'est aussi ça le jeu. Hein. Cette émission, justement, consiste également à acculer un peu l'invité principal afin d'évaluer, bien entendu, sa densité en termes de réponse, mais surtout sa force pragmatique sur sa façon d'aborder les différentes thématiques qui lui sont adressées. Bonsoir à vous sur le plateau. Je vous prie de laisser le professeur Onangini aller au bout de ses pensées.
vous lui posez des questions, par la suite, vous l'étouffez pendant le débat. Or, le débat est très intéressant. Il faut simplement dire que nous n'étouffons pas le professeur, il a les grands développements. Ce sont les développements d'amphi. Ici, nous voulons être concrets et précis parce que la mère qui nous écoute... Vous invitez professeur, pourquoi? Évidemment, professeur, nous vous invitons pour comprendre effectivement la vérité des choses. Est-ce que c'est parce que vous aviez surestimé vos capacités que vous pensez que vous pourriez changer votre grade en passant par l'agrégation qui n'aura pas malheureusement marché? C'est Éboulet depuis William, pardon. Professeur, il demande si parce que vous vous êtes surestimé, Non, je ne me suis que vous aurez passé 16 ans comme chargé de cours. En rien du tout. Mais alors, en rien du tout. Est-ce la mort du regretté Charles Ateba il a mal écrit. Est-ce la mort du regretté Charles Ateba qui vous a amené aujourd'hui à abandonner vos luttes d'hier, ou alors c'était le fait des manipulations dont vous avez parlé tantôt? C'est toujours Éboulet William. Qu'est-ce que la mort de Charles Ateba? Voilà, qui vous a amené à changer de camp? J'étais d'abord dans un camp. C'est ce qu'il estime, hein, le téléspectateur. Il estime, justement, moi, je ne suis pas trop dans la logique des camps. Professeur, que pensez-vous de nos intellectuels? En quelques mots? Ça, c'est des questions. Ah, l'émission est terminée. Alors, je vous remercie donc d'être venu, d'avoir répondu présent à cette émission. Merci au docteur René Yacho, universitaire, expert des questions économiques et de gouvernance. Merci encore, docteur. Merci Pierre-Carole et merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi les débats. Merci aussi à M. Etouké. Lui, il est chercheur à l'Université de Yaoundé 2 et acteur de la société civile. Merci Pierre-Carole, merci aux téléspectateurs. Je formule juste le vœu qu'un esprit aussi intelligent que mon prof ne se laisse plus embrigader par des logiques nébuleuses. L'émission est terminée. Merci aussi. Merci au professeur Mathias Eric Ounangini. Vous êtes universitaire, enseignant des universités, je préfère le dire, politiste. Vous êtes maître de conférence. Oui. Merci d'être venu, professeur. Oh, je vous en prie. Bon, je pense qu'on aurait pu aborder beaucoup de choses. Ce n'est que partie remise, professeur. En 90 minutes, on ne peut pas tout aborder dans tous les cas. Avant de clôturer totalement, je voudrais dire un bonsoir quand même particulier à papa Henri Bertombouel qui nous regarde du côté de Douala. C'est mon papa. Alors, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez aimé. Dans tous les cas, gardez le sourire car ne l'oubliez jamais. L'échec n'est pas fatal, le succès non plus n'est pas banal, mais ce qui compte le plus, c'est le courage qui, lui, est vital et fondamental, car quiconque craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Soit, au revoir.